Alors Mourad, tu es venu nous parler de plein de choses. On va commencer par deux bonnes nouvelles. La condamnation de Valeurs médiévales, donc qui était opposée à Daniel Obono, qui était grimé en esclave dans son journal et qui a gagné son procès. Donc voilà, félicitations. Ils sont condamnés de manière définitive. Il y a également CNews, autrement appelé Télé Mille Collines, qui est condamné à 50 000 euros par l'Arcom, qui s'est enfin réveillé, le réveil a sonné, un peu comme dans Un jour sans fin, et qui a été condamné pour manipulation de l'information, notamment par Christine Kelly, au cours d'une de ses chroniques, qui est, je le rappelle, ex-membre du CSA, ce qui est assez cocasse. Je voudrais démarrer cette chronique par une dédicace à Malik Bentala, qui nous avait gratifié, vous savez, d'un fameux sketch avec les girafes au long cou, au cou oblique, et ainsi de suite, qui évidemment raillait Hassen Chelgoumi, qui est, je crois, imam de Drancy, je crois, parce qu'il va falloir vraiment travailler ça, parce que ça me semble un petit peu compliqué. J'ai beaucoup de témoignages qui me disent depuis l'une des dernières chroniques qu'il est autoproclamé, donc il va falloir creuser un peu tout ça. Donc Hassen Chelgoumi, qui avait des problèmes avec d'élocution et de logique, là j'ai écouté une de ses chroniques et en fait il était logique. Je me suis dit, waouh, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et je suis allé jusqu'au bout. Et comme dirait Christophe Dillis, un confrère de France Musique, tendez l'oreille, surtout sur la chute de sa démonstration. C'est absolument phénoménal. Je vous laisse écouter. Je l'ai dit, je le répète, nous sommes tous juifs le 12 octobre. Et pourquoi c'était la c'est vérité. si scandaleux de dire ça, Hassen Chelgoumi? Scandaleux pour certains, ils sont antisémites, oui. Ouais. Demain, les musulmans sont attaqués, on va dire nous sommes tous musulmans. Si demain les chrétiens sont attaqués, on va dire nous sommes tous musulmans. C'est fascinant. Il retravaille des choses évidentes et effectivement, il faut toujours aller jusqu'au bout avec Chelgoumi, je pense. Sans transition, il y a une question récurrente qui revient chez beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, à savoir toutes ces attaques d'antisémitisme, comme vient de le faire Chelgoumi. Pourquoi est-ce que les élus, notamment les députés, les parlementaires de gauche, n'attaquent pas systématiquement ? C'est vrai qu'on se pose la question régulièrement. On le voit passer sur les réseaux. Régulièrement, absolument. On se demande, mais pourquoi vous attaquez pas? Pourquoi vous n'allez pas en justice? Alors, pour vous mettre ça en perspective, je vais vous faire écouter Amin El-Khatmi, qui n'est plus rien, comme dirait Macron, qui n'a plus de carte de visite, il n'est plus président du Printemps républicain, et donc il cherche une place quelque part, et il se jette avec armes et bagages dans les bras de l'extrême droite. Et écoutez ce qu'il disait chez notre ami Fredo la main baladeuse sur sa chronique, qui à chaque fois demande régulièrement aux gens et de manière récurrente, est-ce que Mélenchon est ou pas antisémite, et surtout s'il est à son corps défendant et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des questions fermées sur l'antisémitisme de Mélenchon présumé, et écoutez ce qu'il répond, c'est absolument extraordinaire. Qui, monsieur Aziza, à part une ordure antisémite, peut tenir de tels propos? Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein? Oui. Comment vous le dites? Mélenchon est une ordure antisémite. Oh bah ouais, c'est clair. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc, va-t-il y avoir des suites? On va le savoir, on va le savoir rapidement. Mais j'ai posé la question donc à William Martinet, qui est député LFI faisant partie du groupe de la NUPES, et il m'explique. Je vais vous laisser je vais le laisser expliquer tout ça. Il explique la stratégie qui est celle d'LFI sur ces questions-là, sachant qu'évidemment, on a eu avec l'exemple de Daniel Obono une victoire, mais c'est quand même assez peu par rapport au nombre d'insultes que peuvent subir les parlementaires LFI. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. C'est un sujet qu'on a travaillé très sérieusement avec les avocats de la France Insoumise, et la conséquence de ça, c'est que les attaques en diffamation, elles sont difficiles, et surtout si c'est difficile d'obtenir gain de cause. Alors, d'une certaine façon, il faut s'en féliciter parce que en France, il y a un droit de la presse qui est assez libéral et qui permet des prises de parole et des opinions qui sont larges et diverses. Mais une des conséquences de ça, c'est que même quand on a des attaques qui sont très violentes contre nous et qui sont très diffamatoires, pour certaines, on considère que ça rentre dans le cadre de la loi et on fait la démarche. D'ailleurs là, à propos des attaques racistes, récemment, on a gagné définitivement contre Valeurs Actuelles suite à la bande dessinée absolument infamante et raciste qu'ils avaient fait à l'encontre de Daniel Obono. Donc il y a des cas où on peut gagner, il y a d'autres cas où ce que nous disent nos avocats, c'est que ça va être compliqué de gagner. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si c'est compliqué, ça veut dire que ça va prendre du temps, ça va prendre des sous. Ça va prendre de l'énergie et pas de résultats derrière. Et donc ça veut dire qu'il faut assumer de mener la bataille simplement sur le terrain politique et pas sur le terrain judiciaire. Mais Rabid, évidemment, ça fait partie de ceux qui sont les plus infamants, qui sont les plus diffamatoires. D'ailleurs, on remarque qu'il l'est contre nous, en nous traitant à plusieurs reprises d'antisémites.
Mais ce personnage-là, c'est pas que contre la France insoumise que ses propos peuvent tomber sous le coup de la loi. Par exemple, dernièrement, dans une interview à Radio J, il a parlé du peuple palestinien comme un cancer. Ça, ce sont des propos qui aussi pourraient relever d'une condamnation par un tribunal. Mais bon, il faut faire à chaque fois du cas par cas. Est-ce que c'est réaliste d'obtenir une condamnation? Et si on considère que non, il vaut mieux éviter d'y perdre de l'énergie. Alors, j'entends ce que dit William Martinez. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la liberté d'expression de la presse. On est au-delà quand on une bonne vient. chose, au passage. Oui, bien sûr. Oui. Mais on est au-delà. Je vais prendre un exemple avec Caroline Fourest, puisqu'on va venir sur le terrain de Gaza. Caroline Fourest qui régulièrement assène cet antisémitisme à l'encontre de ses adversaires politiques, puisque c'est une politique, selon moi. Il y a quelques semaines, écoutez ce qu'elle disait concernant les chiffres des morts et des victimes de Gaza. C'est vraiment surprenant. Ça remonte à quelques semaines, mais justement, ça donne l'idée de ce qui se préparait en termes d'éléments de langage. Je vous laisse l'écouter, on en parle juste après. Nous avons une guerre à huis clos qui va se dérouler sans beaucoup de témoins. Donc il n'y a pas beaucoup de journalistes sur place pour vérifier, ce qui fait que l'on dépend en effet d'une source unique qui est une source terroriste, habituée à mentir. Mais je veux dire, les mensonges et le Hamas, c'est même pas... Et en même temps, c'était un bilan qui était repris régulièrement lors des précédents conflits sans que pas grand monde y voit... source à commentaires. Mais là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et les responsabilités journalistiques, dans ce moment-là, sont immenses. C'est-à-dire que quand on a une source unique terroriste, il faut le préciser. Il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. Et néanmoins, encore une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des pertes civiles aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il y en a de trop nombreuses. Voilà. Des pertes civiles. C'est incroyable de parler d'un génocide en termes de pertes civiles. D'une part, d'autre part, d'où est-ce qu'elle sort ses sources, ses chiffres, on ne sait pas. Et elle fait un lapsus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle dit 5 tout du moins divisé par 10, alors qu'en fait c'est l'inverse, on dit par 10 tout du moins divisé par 5. Donc ça montre vraiment qu'elle veut asséner un propos particulier qui s'apparente, selon moi, à une forme de négationnisme, puisqu'elle nie le fait qu'on ait affaire à un massacre de masse de civils. Et c'est pas finalement si éloigné que ça de ce qu'on peut entendre sur la chaîne de propagande à la fois raciste et qui pratique de manière régulière l'apologie de crimes contre l'humanité, qui est I24 News. Je vous rappelle qu'il y a une pétition, on en avait parlé l'autre fois, une pétition qui est lancée pour l'interdiction de cette chaîne. Et voilà l'un des derniers arguments concernant cette position intenable de cette chaîne. Et j'espère vraiment que là aussi l'ARCOM va faire sonner son réveil un jour. Je vous laisse écouter. Quand on vient me dire qu'il y a des civils innocents à Gaza, écoutez les amis, il n'y a pas d'innocents à Gaza. Ce n'est pas que le Hamas est à Gaza. Gaza, c'est le Hamas. Et il faut comprendre que chacun à Gaza est un terroriste. Comprenez bien, ils ont reçu des milliards de dollars du monde entier, des milliards de dollars. Ils auraient pu construire tout un monde pour réussir, pour rendre, à ramener la prospérité économique. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont choisi de creuser des tunnels pour tuer des juifs, pour tuer des femmes. Alors, comme on me le faisait remarquer hors antenne, effectivement, ils utilisent régulièrement, puisque lui a perdu son fils pendant les combats, ils utilisent régulièrement des parents pour, justement, avec l'émotion, provoquer ce genre de débat. Sauf qu'il n'y a pas de réponse sur le plateau qui devrait normalement avoir lieu. Ces pauvres gens sont et surtout, instrumentalisés. Absolument. Et surtout, c'est rebalancé sur les réseaux sociaux. On va passer à, si vous le voulez bien, l'affaire Oudéa Castéra. Je ne vais pas revenir. Sans transition aucune. Toujours pas mieux. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors, tout ce qui a été dévoilé jour après jour, notamment par nos confrères de Mediapart, voilà, un jour sans fin de nouveau, qui a même choqué Ambroise Méjean, qui est le patron des jeunes Macron, qui a dit que l'affaire de Parcoursup, qui a été contournée par les enfants, enfin par l'un des enfants au moins, à Stanislas était quelque chose de répréhensible. Alors il s'est rattrapé juste derrière en disant je condamne pas la ministre, mais je condamne le principe de Parcoursup. C'est un supporter de l'Olympique Lyonnais, on peut pas lui en demander trop non plus. Alors l'exemple de ce que la presse fait. Sans transition non plus. L'exemple de ce que la presse fait pour dédouaner, je trouve, la ministre, tient en quelques secondes. Je vais vous laisser écouter Julien Pain, notre confrère de France Info, qui emploie un terme que je trouve extrêmement problématique. Je vous laisse écouter. Je rappelle qu'elle a mis ses enfants dans le privé et qu'elle s'est justifiée, on va dire, de manière un peu maladroite.
C'est pas de la maladresse. Ah, oui, Bah non, c'est du mensonge pur et simple, c'est du contournement de la loi, c'est du favoritisme, c'est du séparatisme bourgeois. Donc on n'est pas du tout dans la maladresse. Alors ça continue avec Europe 1 par exemple, qui a invité un drôle de personnage. Il n'était pas obligé de l'inviter. Il y a quand même un choix pléthorique de gens qu'on peut inviter pour discuter de cette affaire. Qui ont-ils invité d'après vous? Je vous laisse regarder. Comment est-ce que son oncle, vous qui l'avez connu petite, qui avait suivi sa carrière tennistique à Amélie Oudéa Castéra, comment est-ce que vous avez réagi et comment va-t-elle, j'ai envie de dire? Écoutez, d'après sa mère qui est ma sœur cadette, ça va. C'est un peu rude, voilà, parce que elle est propulsée, elle était ministre des Sports, c'est une chose très importante, une année de Jeux Olympiques. Voilà. Ouais. Et puis là, elle est propulsée d'un seul coup sur le devant de l'actualité. Comme elle l'a dit... Moi, alors, point 1, merci d'avoir précisé que c'était ma nièce, parce qu'il faut que les choses soient transparentes. Merci. On a toujours coupé, dans la famille, c'est compliqué, du Hamel, etc. Ma femme Nathalie Saint-Cric, mon fils Benjamin qui est sur BFM, mon frère aîné... qui est également sur... Alain Duhamel. Voilà. Vous disiez que j'ai 50 ans de journalisme politique, lui c'est presque 60, donc... Il y a une concurrence. Donc on fait la différence entre les activités, entre les relations familiales, qui sont d'ailleurs excellentes, avec ma nièce, voilà. Vous comprendrez que je vous pose la question. Bien, vous avez bien raison. Et bon, comme elle l'a reconnu, comme l'a dit le président, c'est évident qu'elle a fait une maladresse, ça, voilà. Est-ce que ça justifie une affaire de cette ampleur? C'était prévisible. C'était éventuellement prévisible. C'est quand même drôle, toute cette famille. Il le fait très bien finalement. Je voulais le faire juste après, mais il raconte tout, tous ces liens de famille, et il trouve ça normal. Ça me fait penser aux séquences quand les Balkany avaient fait de la prison, enfin Monsieur Balkany, et finalement ce déballage sur les plateaux de télévision de oh là là, je souffre en prison, évidemment, qu'on ne fait pas aux autres personnes qui peuvent commettre des maladresses entre guillemets. C'est révélateur en tout cas. C'est surtout révélateur qu'il se trompe dans l'arbre généalogique. Il se plante à un moment, il se reprend parce qu'il ne sait même plus lui-même. Alors nous non plus on ne le sait pas, mais lui-même se trompe, je trouve ça extraordinaire. Alors, dire ma pauvre bichette, sa nièce, je trouve que de dire de la part du confrère que c'est ça, il a un lien de parenté et l'inviter quand même, je trouve ça un peu gonflé. Genre, personne dit ça. Jamais. Personne n'invite quelqu'un. C'est que c'est normalisé. Ça veut dire, ça veut dire que si demain, le média peut inviter Morandini pour parler de la protection des mineurs, en disant on rappelle quand même que toute proportion gardée, sans transition, bien évidemment. Alors je vais laisser la parole, le mot de la fin à la reine, à la queen, à notre queen, à nous, qu'on adore dans cette rubrique et dans cette émission, qui est Rutel Krief, qui est extraordinaire, qui s'emballe complètement. Je vais juste vous laisser entendre le ton, qui est le ton en fait d'une consoeur, d'une amie, sans doute, de la famille Duhamel, qui va défendre bec et ongle de manière complètement disproportionnée cette ministre qui... Alors c'était juste avant qu'il y ait les dernières révélations, mais quand même, on était déjà, le panier était déjà bien chargé, le caddie était rempli, on passait pas aux caisses automatiques, on était déjà bien avancé dans l'affaire. Écoutez comment elle apporte une défense que je trouve complètement antidéontologique, anti-éthique et totalement disproportionnée. Mais en même temps, les professeurs sont les premiers à se plaindre du problème de remplacement, du manque d'attractivité, de la désorganisation de l'éducation nationale, de son côté mastodonte. Et en fait, c'est ce qu'elle dit aussi. Elle dit aussi tout haut ce que vivent beaucoup de gens. Elle le dit maladroitement. Mais leur susceptibilité, le côté offensé, en effet, c'est un peu un problème. Parce que c'est en parlant des problèmes qu'on essaie de les résoudre. Par ailleurs, elle n'était pas au courant que le pouvoir, et notamment les précédents ministres, avaient fait passer de 5% à 15% le taux, justement, de remplacement des professeurs. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas assez préparée pour essayer de plaider sa cause. Les syndicats font un théâtre. Les syndicats sont en théâtre classique et ils prévoient une grève le 1er février, paraît-il. C'est pas une attaque personnelle. Sur ce sujet. Et c'est pas une attaque personnelle contre les professeurs et contre cette fameuse professeure qui avait son enfant dans sa classe. Juste avec un gouvernement de gauche, j'aurais bien voulu entendre Rutel Krief réagir pareil et défendre un ministre de gauche qui a fait cette maladresse. C'est une affaire de classe, on est d'accord. C'est vraiment une affaire de classe, une affaire de dominé et de dominant. Et un service après-vente qu'il faut vraiment saluer parce que j'aurais pas mieux fait.
Je vais terminer par un conseil de lecture. Alors, j'ai pas de conseil de lecture parce que je suis en ce moment en train de lire un livre très charnu que je vous proposerai dans les prochaines chroniques. Je voulais vous parler du DVD qui vient de sortir, le DVD de mes chroniques, de mes meilleures chroniques sur la chaîne du Média TV. Donc vraiment, je le trouve assez excellent. Non, je plaisante évidemment. Non, je voulais. Qui fait des DVD encore aussi. Non, en plus c'est vrai. Non, je voulais revenir sur mon mini disque. Je voulais revenir sur l'attaque de ces feignasses de professeurs de l'éducation nationale qui se cachent dans la cour pour fumer de l'Amsterdamer pendant la cour de récré. Je suis tombé par hasard sur un prof présent. Voilà, je l'ai interviewé. C'est un prof de mots qui s'appelle Amin Ouanou et qui est un professeur d'histoire qui mène un projet ambitieux depuis plusieurs années avec une même classe sur le thème de la paix et qui avait un projet de boucler cette thématique sur un voyage à New York pour aller visiter l'ONU et rencontrer des personnalités, visiter évidemment les lieux et parler de la paix et de l'aboutissement de ce fameux projet. Malheureusement, je le laisse vous expliquer ce qu'il en est tout de suite. Alors, depuis septembre 2020, j'ai eu la chance d'avoir un groupe classe avec moi. Je les ai découverts quand nous étions en 6e et puis ça a fonctionné. Le contact a très bien marché. La mayonnaise a pris et donc j'ai apprécié donner cours à ce groupe classe. Ce qui fait que nous avons envisagé pas mal de projets, et notamment un projet sur la mémoire. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque à partir de la 4e, où je les ai récupérés, nous avons fait différents projets. Nous avons eu la chance de partir à Munich, où nous avons pu visiter le camp de concentration de Dachau. Beaucoup d'émotions, notamment lorsque nous avons été dans la chambre à gaz et puis que les élèves ont pu voir le four crématoire. Nous avons pu aussi participer au rallumage de la flamme du soldat inconnu et nous avons fait différentes commémorations, notamment pour le 11 novembre et le 8 mai. Alors, cette année, nous voulons concrétiser par un voyage à New York et notamment visiter l'ONU, puisque nous sommes dans la thématique de la guerre, de l'immigration, du racisme. Et le coût total était de 48 000 euros. Nous espérions que le département nous finance de 20 000 euros. Et malheureusement, donc j'avais beaucoup échangé avec le département. Il m'avait fait comprendre qu'il nous aiderait. Et puis au final, rien du tout. Donc ce qui fait que malgré le travail des élèves qui ont cherché des financements avec moi, le projet est tombé à l'eau. Une grosse déception pour eux, pour moi aussi. Et malheureusement, c'est un voyage qui ne pourra pas se faire, un projet qui ne se réalisera pas. Et j'ai envie de dire que ces élèves, malheureusement, contrairement à d'autres, sont condamnés à ne pas avoir de grands projets. Voilà. Voilà, 48 000 euros. Il demandait 20 000 euros. Le budget du conseil départemental de Seine-et-Marne, c'est 727 millions d'euros. Je trouve ça un peu dommage, un peu triste. Et sachant qu'à Stanislas, ils auraient fait l'aller-retour 4 fois pour le plaisir en first class ou en business class avec les moyens qu'ils ont. Donc voilà, tout cet argent, les moyens publics qui sont déversés sur l'école privée manquent à des professeurs, à des élèves qui sont aujourd'hui extrêmement tristes dans des zones souvent prioritaires. Et je trouve ça vraiment regrettable. Il ne faut pas le perdre à l'esprit. C'est vraiment ça le problème de l'affaire Stanislas. C'est cette inégalité entre le public qui a des gros besoins et le privé qui se gave sur de l'argent public, comme tu le disais. Effectivement, ça me fait penser justement aujourd'hui, j'ai repensé à l'entretien que j'avais eu avec Jean-François Bayard, qui est un politologue français qui bosse à Genève depuis quelques années, pendant l'épisode avec Naël, où il disait que les assistés étaient en fait les enfants de bourgeois. Il le disait à ce moment-là, et ça résonne encore plus aujourd'hui, alors que l'affaire autour de Stanislas, des écoles privées religieuses, fait la une aujourd'hui. Merci beaucoup, Mourad, pour cette chronique rythmée de plein de petits magnétos et tout. C'est très agréable.